professeur Lassalle. Vous avez, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez une casquette européenne, et donc comment améliorer l'application, comment améliorer du coup l'application d'ici 2017? Alors c'est en 2001 que le Parlement européen, qui était présidé par Madame Simone Veil, a voté à l'unanimité une résolution demandant à la Commission européenne d'écrire un règlement qui ferait en sorte qu'en Europe, les médicaments que l'on donne aux enfants soient mieux évalués. Parce que nous attendions une mesure incitative depuis bien longtemps, nous, parmi les pédiatres oncologues qui essayons depuis plus de 20 ans de développer des nouveaux médicaments chez l'enfant, nous avons considéré que c'était une avancée potentiellement majeure. C'est pourquoi en 2003, nous avons créé ITCC. Qu'est-ce que ITCC? C'est un réseau européen de 43 centres d'investigation, de 9 laboratoires de recherche dans 11 États membres qui veulent et font le développement des médicaments à l'échelon préclinique pour mieux les choisir et à l'échelon clinique pour proposer l'innovation aux enfants. Et nous attendions énormément de l'application de ce règlement parce que nous pensions que ceci allait augmenter de façon très significative l'accès aux nouveaux médicaments développés par les industriels, alors que beaucoup d'entre nous rencontrions des difficultés majeures auparavant pour avoir accès à ces médicaments. La diapositive suivante montre que non seulement ITCC s'intéresse aux phases précoces du médicament, mais travaille de façon très étroite en collaboration avec les différents groupes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui au niveau européen structurent la recherche clinique dans les rhabdomyosarcomes, dans les neuroblastomes, dans les leucémies, dans les tumeurs cérébrales. Nous voulions nous préparer à l'afflux de médicaments que nous pensions enfin voir grâce au règlement. La diapositive suivante. Quand nous avons créé ITCC en 2003, nous avons eu une molécule, l'imatinib, Glivec, qui était autorisée pour le traitement des leucémies myéloïdes chroniques de l'adulte. En 2007, puisque c'est bien en 2007, près de 7 ans après la résolution du Parlement européen, que le règlement pédiatrique est entré en vigueur. Et en 2013, vous voyez que dans ITCC, nous avons 12 médicaments innovants en cours d'évaluation chez l'enfant, dont à peu près la moitié, en rouge, se font dans le cadre de plans. Nous avons vu au cours des 5 dernières années un changement très significatif, d'une part dans l'intérêt des industriels à la pédiatrie, et dans notre travail avec eux pour vraiment mettre en œuvre ces nouveaux médicaments, ces innovations pour les enfants. La diapositive suivante. Nous avons aussi travaillé pathologie par pathologie pour définir une stratégie de développement. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est en comprenant mieux la biologie des tumeurs, en identifiant des cibles qui sont essentielles à la croissance de ces tumeurs, qu'on peut au mieux trouver les médicaments pour les enfants. Et comme vous le voyez, nous avons exploré la grande majorité des pathologies cancéreuses chez l'enfant et l'adolescent. La diapositive suivante. Eh bien, en 10 ans, ce sont 1000 patients, enfants et adolescents, qui ont participé aux essais cliniques d'ITCC. La diapositive suivante vous montre que la France est extraordinairement mobilisée, puisque 50% de ces patients étaient des patients français. En effet, dans ITCC, il y a 10 centres français qui proposent des médicaments nouveaux en phase 1, en phase 2, aux patients qu'ils traitent. Et au passage, si vous avez l'impression qu'on ne parle que de M. Vassal aujourd'hui, sachez que ce n'est pas M. Vassal qui fait tout, mais au contraire qu'il y a une vraie collaboration, qu'il y a une vraie mobilisation des médecins, des équipes soignantes, pour vraiment proposer l'innovation aux enfants. Le seul problème, c'est que dans les 43 centres d'ITCC, ils voient 4000 nouveaux patients par an. Et 1000 d'entre eux rechutent. Et vous voyez immédiatement le problème. 1000 enfants en 10 ans, 1000 enfants par an. La diapositive suivante, l'accès aux nouveaux médicaments, malgré un règlement qui a commencé à changer les choses, est toujours un frein majeur. La diapositive suivante. Alors quand on décortique l'effet du règlement, on s'intéresse à ce qui s'est passé au cours des dernières années. Le règlement porte sur les médicaments adultes, c'est-à-dire ceux qui sont développés chez l'adulte. Et là, il y a deux situations. Soit la maladie chez l'enfant est la même que chez l'adulte. C'est le cas des leucémies myéloïdes chroniques, avec une cible BCR Abelson.
soit le cancer est différent chez l'adulte et chez l'enfant. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaît, puisque les traitements actuels qui permettent de guérir 80% des enfants sont les mêmes médicaments dans leur grande majorité que chez l'adulte, mais utilisés dans des pathologies différentes. Et là, l'exemple, c'est ALK. C'est ALK dans le cancer du poumon, qui est un médicament ciblé qui permet de traiter 4 à 7% des patients qui ont un cancer du poumon avec une altération de ALK. Mais ALK est aussi dans le neuroblastome, dans le lymphome anaplasique et dans d'autres pathologies pédiatriques. Eh bien, le règlement fait que, diapositive suivante, il y a plus d'une vingtaine de plans d'investigation pédiatrique dans la première catégorie. En revanche, diapositive suivante, il y a très peu de plans donc de développement par les industriels dans la deuxième catégorie. Pourquoi? Parce que certains industriels considèrent que si la maladie n'est pas la même, le règlement dit vous n'avez pas à faire et préfèrent avoir un waiver, une dérogation, plutôt que de s'investir. Certains industriels commencent à considérer que développer des médicaments chez l'enfant, c'est important, et soumettent volontairement, spontanément, des plans d'investigation pédiatrique. Mais ça reste une des raisons pour lesquelles, parmi les 800 médicaments qui sont développés chaque année en oncologie adulte, dans la situation où la maladie est différente entre l'enfant et l'adulte, eh bien nous avons malheureusement trop peu de plans, trop peu de développement avec les industriels. La seule chose, c'est qu'il y a une troisième catégorie, diapositive suivante. Ce sont les cibles spécifiques pédiatriques. Celles qui sont présentes dans les tumeurs de l'enfant, mais qui ne sont pas présentes dans les tumeurs de l'adulte. NMIC dans le neuroblastome, translocation dans le rhabdomyosarcome, EWS dans le sarcome d'Ewing, et bien d'autres non encore connus. Eh bien, pour ces pathologies, pour ces cibles, diapositive suivante, que j'appelle médicaments pédiatriques, il n'y a aucune mesure incitative dans le cadre du plan. La diapositive suivante, et ceci est très bien résumé par un article paru en 2013 par M. Wolgenstein, qui a été un chercheur majeur dans le domaine du cancer. Il a rapporté dans ce papier le nombre de mutations rapportées par tumeur. Mutations, les gènes, les altérations, et les médicaments actuels ciblent ces mutations de façon spécifique. Eh bien, vous voyez comme dans cette diapositive, à droite, ce sont les cancers pédiatriques, tandis qu'à gauche, vous avez le cancer du poumon, le cancer du côlon et les différents cancers adultes. Les cancers pédiatriques sont différents des cancers de l'adulte, non seulement parce qu'ils sont en pathologie, mais aussi par les altérations moléculaires. Il y a besoin de trouver ces cibles thérapeutiques si on veut vraiment faire des progrès dans les prochaines années. La diapositive suivante. Alors, comment accélérer l'accès à l'innovation? Il faut que nous soyons en situation de proposer à au moins un enfant ou un adolescent sur 2 en rechute un médicament, au moins un nouveau médicament. Alors, comment faire? Diapositive suivante. Un accès plus précoce et plus facile aux nouveaux médicaments adultes. Et ça, c'est l'enjeu de la discussion avec les industriels. Plus que doubler le nombre d'essais précoces et le nombre de patients, c'est dans le cadre du plan, et il faut que nous l'appliquions dans le domaine de l'innovation thérapeutique chez les enfants, et mettre en place un portrait moléculaire tumoral pour au moins 3 enfants sur 4, être capable de comprendre ce qu'il y a dans la tumeur pour essayer au mieux, ça ne veut pas dire que ça marchera dans 100% des cas, mais pour essayer au mieux de proposer un traitement adapté. Et puis pour l'autre situation, il faut investir dans le développement de médicaments spécifiques des cancers de l'enfant et de l'adolescent. Et comment faire? Il faut trouver les cibles thérapeutiques, c'est de la recherche fondamentale et de la recherche translationnelle. Et la diapositive, il faut inciter les entreprises à le faire. Et c'est là où il y a besoin d'une nouvelle réglementation qui incite, facilite et font en sorte que des entreprises pharmaceutiques s'engageront dans quelque chose de très lourd, de très compliqué, d'éventuellement risqué, le développement de médicaments spécifiques pédiatriques contre les cancers de l'enfant. Alors vous voyez qu'il y a des objectifs qui peuvent être clairement définis. Nous sommes prêts. C'est pourquoi avoir aujourd'hui l'Institut national du cancer, la Fondation ARC, la Ligue, les associations qui se mobilisent aussi pour trouver des fonds au quotidien, d'avoir les sénateurs, d'avoir les députés européens, les députés non seulement nationaux mais européens, et avoir aussi l'industrie, c'est montrer que ceci peut être atteint si tous ensemble, nous faisons de cela une vraie mobilisation, une mobilisation nationale et européenne. La diapositive suivante, il n'y en a plus, je vous remercie. Merci.
Merci, professeur Gilles Vassal, de ce diagnostic des enjeux et déjà des pistes de travail.